Hello l'abeille, j'espère que tu vas bien. Je suis en compagnie de Bertrand Millet. Coucou Bertrand. Salut, comment vas-tu? Eh bien ça va, merci d'avoir accepté l'interview. Bertrand, tu as commencé avec un business de réparation d'ordinateurs, si je Ouais, ne me trompe pas, si j'ai bien fouillé. je te trompe pas, ouais. Depuis, tu as eu plusieurs business en ligne et je crois même que tu t'en as séparé de deux là récemment, il faudra que tu nous racontes. Et là, moi, ce que j'ai vu, c'est que tu accompagnes les entrepreneurs au niveau du marketing et tu as une petite spécialité parce que tu parles aussi d'hypnose. Il faudra que tu Ouais, nous racontes ça. parfait. Où est-ce que tu en es du coup au côté business en ce moment? Alors, en fait, je vais juste donner deux chiffres pour que tu comprennes pourquoi c'est une révolution pour moi ce qui est en train de se passer. Ouais, Quand j'ai commencé ouais, avec la réparation d'ordinateurs, exactement, ça a été mon tout premier business. Et depuis là, j'ai arrêté de compter à 50. Voilà, j'ai arrêté de compter à 50. Je suis incapable de te dire combien de projets entrepreneuriaux j'ai lancés. Pour moi, hein, même, je ne parle pas pour ceux de mes clients ou quoi. Je sais que c'est ouais. très tendance maintenant de confondre ses projets à soi avec ceux de ses clients. Non, moi, les miens, une cinquantaine. Donc, voilà, 50 projets. Et j'ai traversé le 31 décembre 2018 vers le 1er janvier 2019 à la tête de… Alors, j'avais 7 projets, dont 4 entreprises qui tournaient. Ok. Voilà, j'ai pas signé pour faire du business pour ça. Moi, quand j'étais petit, j'ai signé pour être en vacances en permanence. Voilà. Et si tu veux, quand tu signes pour ça et que tu te retrouves certes avec des boulots que tu aimes beaucoup, mais à gérer 4 entreprises et à en faire décoller 3 autres, enfin, au bout d'un moment, tes journées, elles ne sont qu'à ça. Et donc, entre janvier et avril 2019, j'ai failli exploser, tout simplement. En fait, j'ai deux grands indicateurs. Donc, mon premier indicateur, c'est le fait de prendre du poids. Et là j'avais atteint des sommets. C'était juste pas possible de continuer comme ça. Mon second indicateur, c'est migraine. Genre, je n'ai jamais mal à la tête. Et quand vraiment je pousse trop, ça m'arrive le soir voilà, d'avoir mal à la tête, mal de l'écran, d'avoir les yeux fixés, etc. Et là, je crois que j'en ai fait 2 soirs de suite et c'était juste pas possible de faire ça. Et le troisième, c'est que en fait, je sens que je ne passe plus assez de temps avec ma compagne et sa fille. Et ça, c'est pour moi, enfin, disons-le clairement, c'est de la merde. C'est-à-dire une vie comme ça, j'ai pas signé pour ça. C'est concrètement la dernière chose que j'avais envie de vivre, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en avril, je prends une décision drastique où là, je suis à 2 doigts d'exploser. Je me dis stop, je ne peux pas continuer. Mais je suis bloqué avec plusieurs de mes business. Déjà, les 3 en Ouais. développement, je les chante immédiatement, je les dégage. Il me reste 4 business. Sur les 4, il y en a 2 que je peux réunir, qui peuvent faire partie d'une même entité. Je le fais tout de suite. Et il y en a 2 concrètement qui m'encombrent. Pourquoi? Parce que c'était des business fleurissants. Ils commencent à se descendre un petit peu, faute de mon temps et de mon énergie pour les nourrir. Avec la frustration en plus de savoir exactement ce qu'il faudrait que je fasse, mais l'incapacité physique de le faire. Ouais. Et de l'autre côté, à vendre, très compliqué aussi, parce que c'est tellement attaché à mon image, tellement attaché à qui je suis, que il y a plein de choses qui se jouent en fait. C'est que déjà, si tu le vends, tu le donnes une miette de pain par rapport à ce que ça vaut. Et la deuxième chose, c'est que quand tu veux vendre un truc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut quelqu'un qui puisse lâcher, il faut le trouver. Et le temps que tu trouves cette personne, il faut que ton business, tu le maintiennes au beau fixe. Parce que Ouais. sinon, le jour où tu le donnes, s'il s'est en plus écroulé, enfin, le truc ne vaut plus rien. Et j'avais juste pas le temps. Donc, ce que je me suis dit comment est-ce qu'à un moment donné, je peux et donner ces business, enfin, et faire quelque chose de ces business, et continuer à les faire vivre, et faire un très beau coup financier, mais aussi, surtout, un beau coup de pub. Ça a mouliné, ça a mouliné. Et en fait, l'histoire veut que j'étais à Chypre. Ma compagne, après une énorme journée de travail, puisqu'elle bosse sur le web aussi, va prendre l'apéro. Tranquille, moi je suis encore en train de bosser et là je disjoncte. Je me dis allez stop, je ferme l'ordi, je descends, j'appelle un pote, je lui dis écoute bien, je vais râler pendant 15 minutes, je ne veux pas de conseils, je ne veux pas de solution, je veux juste râler pendant 15 minutes, je cherche un truc, ça me bloque, je suis complètement planté. Allez, tu me laisses râler. Il me laisse râler. Ah, ouais, j'en peux plus, et puis ça, et puis ci, et puis les business, je peux pas les donner. Et voilà, j'y vais là comme ça pendant 15 minutes, je déblatère tout, je me vide. Et arrivé au bout des 15 minutes, j'ai dit bon, ben, il n'y a rien qui m'est venu, merci beaucoup. On parle d'autre chose, je raccroche, terminé. Puis je rentre dans le bar, je suis devant ma compagne, on fait 3 échanges. Je lui dis ouais, j'étais au téléphone avec Luc. Voilà. Elle me regarde, elle me dit ok, très bien. Et là, en une seconde, j'ai eu le déclic. Je dis ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Elle me dit quoi? Et je lui explique. Je dis voilà, les business,
je ne vais pas les vendre, je vais les offrir. Et là, ça a fait tellement de sens au moment où j'ai dit ça, parce que chaque année, j'ai un chantier par an, un combat chaque année. Et le combat de 2019, c'était de délaguer. Et j'étais en plein dedans. Tu vois, déjà, le truc, je sentais que j'étais dedans. Mais pendant l'année, il y a aussi celui de l'année prochaine qui se prépare. Et celui de l'année prochaine, je le connais déjà. Ce sera offrir, donner. Et si tu veux, les deux sont cumulés comme ça. Je me suis dit, déjà, j'élague, et deux, en offrant, magnifique. Tout s'est mis en place. J'ai appelé, on va dire, 5-6 potes influents dans le milieu euh, à qui j'ai juste demandé est-ce que vous voulez bien en parler. Je l'ai fait. 1400 participants, parce que ça s'est fait sous forme d'un concours. Pourquoi un concours? Parce que ce que je disais, moi, si c'était pour filer ça à n'importe qui et qui allait me l'écrouler 2 jours plus tard, je peux l'écrouler tout seul, mon business. Enfin, c'est pas bien compliqué. Non, je me dis, si ça intéresse des gens, autant le filer, mais le filer à des gens qui en veulent. Et donc, j'ai organisé un concours, et ce concours fait qu'aujourd'hui, voilà, on est en pleine période de passation, ça y est, on connaît les deux gagnants. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis encore à la tête de ces business, mais c'est sur la fin. Le 1er août 2019, je serai l'heureux propriétaire d'un seul et un seul business et de 4 boîtes dans lesquelles je serai associé dormant. Je serai là parce que, voilà, sur le web, il faut de la passation. Tu ne peux pas du jour au lendemain disparaître si mon business est mort. Donc, on va faire toute une passation, mais disons que j'ai plus qu'un seul business, qui est un business dans lequel, effectivement, mon métier, c'est de faire en sorte que les taux de conversion de mes clients, ils s'envolent. C'est ça que je fais. Voilà. D'accord, génial. En tout cas, c'est super courageux d'avoir osé élaguer comme ça. Parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est que mes clients, ils ont du mal à se détacher, tu sais, d'un produit dans lequel ils ont mis énormément d'énergie, mais qui ne fonctionne pas aussi bien qu'ils veulent. Ou alors, pareil, un projet qu'ils ont monté, mais ça ne fonctionne pas aussi bien, mais je ne peux pas l'abandonner. C'est que c'est super dur pour les personnes. Comment tu as fait pour te dire vraiment, je l'offre, j'y vais, j'élague et ça va être mieux pour moi? Bon, tu l'as un petit peu dit, tes 3 critères pour faire Déjà, bien il y a se des connaître. alertes. Ouais, c'est ça, il y a des Ouais. alertes. Déjà qui disent, tu vas trop loin. Mais ce n'était pas les premières fois que j'avais ces alertes et à chaque fois, j'avais réussi à m'acheter. Mais bon, la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même de l'expérience et une croyance puissante, c'est que je peux recommencer quand je veux. Là où des gens qui sont dans leur premier projet ont ce truc de j'y arriverai jamais à refaire ça. Ça a déjà tellement été compliqué que moi, je n'ai pas cette croyance-là. Comme je te disais, ça fait une 50aine d'entreprises en tout que j'ai créées, sûrement plus. Enfin, je me dis, si demain j'enlève ça, je refais ça facilement. C'est pas du tout un problème. Après, l'autre chose, on va être clair, c'est que, alors financièrement, j'y perdais. C'est-à-dire que financièrement, le business qui commençait à poindre n'était pas non plus au niveau des deux. Ça s'est complètement compensé, ça c'est top, mais c'était pas acquis. Mais je Ouais. me suis dit, voilà, même si on doit baisser notre train de vie, et j'en ai parlé à ma compagne, je lui ai dit, bon, tu es au courant, on risque de baisser notre train de vie, peut-être pour quelques mois. Et est-ce que c'est OK pour toi? Elle m'a dit oui, donc aussi du soutien. Le fait d'être transparent avec mon entourage, avec ceux pour qui je craignais en le faisant, et moi y compris, et de dire est-ce qu'on est OK si on doit peut-être aller se mettre dans un pays meilleur marché, dans une maison plus petite, est-ce que ça serait OK pour toi? Elle m'a dit ouais, pas de problème. Elle m'a dit de toute façon, je vois bien que tu n'as pas le choix. Et aussi, je pense qu'il y a autre chose, c'est que euh, au bout d'un moment, il y avait 2 valeurs très fortes qui étaient en appui de ce projet. La première, c'était le fun, le divertissement. Je m'amusais plus. Et le second, c'était, et je pense que c'est aussi important, le fait d'offrir, de donner, d'être dans ce truc où, à un moment donné, je me disais, en le faisant, en plus, je vais le faire. Et en fait, je pense que pour tout le monde, quand on veut faire quelque chose d'important, de fort, une seule raison, ça ne suffit pas. Il faut créer un maillage de raisons pour qu'au cas où il y en a une qui lâche, il t'en reste encore 15 qui sont solides et qui soutiennent ce que tu es prêt à faire. Donc, si j'avais eu juste la générosité, il aurait suffi du moindre truc, quelqu'un qui me dise ah mais oui, mais rends-toi compte, la personne, tu vas lui créer des galères, et j'aurais fait ah ouais, t'as peut-être raison, et hop, le truc serait parti. Mais si on m'enlevait la générosité, il restait aussi le fait que j'allais plus m'amuser, le fait que j'allais passer des meilleurs. Et au bout d'un moment, tout ça, ça fait une espèce de truc qui est tellement solide qu'on peut pas te l'enlever. Même si un mec te déboulonne ça se reconstruit parce que tout le reste est trop solide. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment ça. Et je dis notamment, et ça c'est important, je pense que quand on se lance dans un projet, et je sais qu'on y reviendra un peu, mais
je crois que tu le dis, c'est tellement important de ne pas tomber amoureux de ce qu'on a fait. Oui. Ou alors aussi d'apprendre à travailler de façon extrêmement prototypale pour justement être prêt à lâcher comme un Kleenex du jour au lendemain ce qu'on a fait pour se dire ça ne marche pas. Et donc de d'abord vérifier, de tester de façon absolue, de façon certaine. Et donc ça veut dire pas avec des business plans, des trucs comme ça, mais de façon vraiment confrontée au marché ce qu'on est en train de faire pour se dire avant de mettre le moindre effort, la moindre énergie, le moindre truc dedans, je m'assure qu'il y a du potentiel. Parce que, ouais, une fois que tu as monté une espèce de colline ou de montagne énorme, et que là, tu te dis, ah ouais, derrière, j'en ai encore une qui est encore plus grande, c'est le moment le plus horrible de ta vie. J'en ai déjà galéré pour monter ça, il faut encore que je monte. Bah, c'est pas possible. Et pour plein de gens, c'est ça. Et alors que si tu te dis, oh, ça n'a pas pris celui-là, j'en reprends un autre, ça n'a pas pris celui-là, j'en reprends un autre, parce que tu n'as pas tout laissé dedans, c'est quand même beaucoup plus souple et beaucoup plus facile comme démarche. J'ai l'impression en tout cas. Ouais, moi j'appelle ça être feignant intelligent. Il y a un mot en anglais pour ça, c'est l'efficience. C'est exactement Oui. ça la définition de l'efficience. Le moins de ressources engagées possible pour le plus de résultats possible. Ouais. Et du coup, Recherche. c'est plus facile de laisser tomber si jamais ça ne marche pas aussi bien qu'on Exactement. l'espérait. Ouais. Ouais, Exactement. merci. C'est un super bon conseil. Avec grand plaisir. Vraiment. Et en parlant de conseils, ce serait quoi ton meilleur conseil? Parce que toi, tu es super, tu es monsieur conversion, il paraît. Et absolument. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut développer son business, Pour de faire développer. passer au niveau supérieur? Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui se lance. Pour moi, c'est important Ouais. parce que ce que je vais dire là ne s'appliquerait à quelqu'un évidemment qui se lance, mais c'est tellement conceptuel qu'il faut être un peu déjà les mains dedans pour y accrocher des choses concrètes. Pour Ouais. moi, le secret de la conversion, c'est de regarder le processus comme un tout. C'est-à-dire que je vois des gens passer des heures à faire une page de vente. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? On va prendre un exemple qui est tout bête. Tu fais un super webinaire dans lequel les gens sont accrochés à fond. Tu leur files un lien à la fin, un simple lien vers une page de commande. Tu peux déjà faire 50, 60, 100 ventes comme ça. Ils n'ont même pas lu la page de vente. Ta page de vente, ça a été toi, ce que tu as fait. En fait, la page de vente, elle ne doit pas freiner l'achat, mais elle ne va pas particulièrement booster l'achat. Et en fait, les gens sont tellement, ils regardent les choses de façon tellement séquencée qu'en fait, ils en oublient qu'un processus, c'est ça qui est le plus fort. C'est le processus qui fait bouger les gens, qui les amène d'un état A à un état B. Alors, le processus, si on doit se concentrer là-dessus, parce que bah, voilà, pareil, c'est bien beau de dire on se concentre sur un processus, ça ne veut pas dire grand-chose. Eh bien, je pense que la première chose pour un processus qui fonctionne, c'est déjà de se dire, OK, qui est la personne en face de moi que je veux targeter et qu'est-ce que je veux lui donner à cette personne-là? Pourquoi je fais ça? Parce que déjà, ça va tout changer. Si je veux targeter, par exemple, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Il y a des gens, par exemple, on sait qu'on vend des produits d'urgence. Ces gens-là, ça ne sert à rien de faire des tunnels super longs. Ça n'a aucun intérêt. C'est des gens qui vont prendre des décisions cliquées. En gros, ils veulent pas. Et des fois, je vois des gens qui réappliquent un tunnel, ils ont pris ça à quelqu'un, ils se disent ah, j'ai adoré ce tunnel, et puis boum, ils prennent ça. Non, repense ce que tu vends. Repense à ce que tu vends. Par exemple, tu vends quelque chose d'innovant, quelque chose de très différencié qui va vraiment à l'encontre on va dire, des grandes idées. Là, tu es obligé d'avoir un tunnel qui va beaucoup s'appuyer sur le fait de démontrer ce que tu dis, donc beaucoup plus lent à mettre en place. En revanche, tu vends un produit très tendance. Si tu vends un produit très tendance, non, tu n'as pas besoin d'un grand tunnel. Les gens achètent déjà ce que tu veux. Ce que tu as besoin, c'est de démontrer clairement ta différence. Bref, donc la première chose, c'est de comprendre quel tunnel j'utilise. C'est-à-dire que des tunnels, il n'y en a pas un. Il n'y a pas un tunnel parfait. Moi, aujourd'hui, j'ai des tunnels. Ça m'est arrivé au début, il y a quelques années, quand je suis arrivé sur le web, de réappliquer des tunnels bêtement en me disant j'ai 5 produits où je travaille pour un client, je lui remets le même. Et d'avoir des résultats qui n'ont rien à voir. Mon meilleur exemple, je donne toujours, c'est en gros, tu prends un tunnel, tu mets une page de capture sur ton tunnel. OK, jusque-là, tout va bien. Tu captures un certain nombre de personnes. Et là, en gros, j'ai lu une technique qui marche super bien. Enfin, en tout cas, moi, ça a hyper bien marché. C'est pour augmenter tes ventes, c'est que tu lui proposes juste après la capture, sur la page de renvoi, la page de merci, tu lui proposes de rentrer dans un webinaire, un auto-webinaire, à cet endroit-là, pile à cet endroit-là. Et puis après, derrière, il finit son truc, etc. Bon. Et là, ce qui est juste intéressant, c'est de te demander, d'après toi, combien de personnes vont de la page de capture, vont s'inscrire sur le webinaire?
quel est le pourcentage de gens qui s'inscrivent sur le webinaire qui suit juste après, d'après toi? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Combien? 20-30%. Eh bien, j'ai envie de te dire entre 5 et 92%. C'est les chiffres que j'ai eus selon les niches, selon les clients, selon les produits, et ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le tunnel, c'est exactement le même, le principe est le même, le procédé est le même, la structure de la vidéo qui invite au webinaire est la même, puisque c'est moi qui les ai faites à chaque fois. Et en fait, ça ne veut rien dire. Mais pourquoi? Parce que la psychologie des gens derrière n'a rien à voir. Il y a des gens pour qui une conférence en ligne, c'est quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, dans la niche des entrepreneurs, les gens, ils sont à la fois jugés partis. C'est-à-dire que tu invites un entrepreneur à un webinaire, il sait très bien ce qui va se passer. On lui demande d'en faire. Il en a suivi 250 pour lui-même acheter. Ça ne sert à rien de lui vendre comme s'il ne connaissait pas. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, ce que j'adore faire, c'est remettre de l'intelligence dans mes tunnels et auprès de mes clients. C'est-à-dire, mon truc préféré, c'est dans un webinaire automatique, c'est de commencer en disant hey, salut à toi, ceci est un webinaire automatique. Tu vas voir, ça ressemble en tout point à un vrai webinaire. La seule différence, c'est que c'est la meilleure version que je pouvais avoir de ce webinaire-là. Et par contre, je vais expliquer pourquoi j'ai mis un webinaire automatique. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir le diffuser beaucoup plus largement. Et en plus de ça, d'être certain que c'est la meilleure version et vraiment ce que je veux dire. J'étais très en forme ce jour-là. Donc, si tu veux me poser des questions, ça n'empêche rien. Moi, je les reçois en live. Donc, n'hésite pas, régale-toi. J'y répondrai avec grand plaisir, peut-être avec 24 heures de décalage, etc. Mais en gros, je remets de la transparence, de l'intelligence dans mon client. Maintenant, quand je suis avec des audiences moins habituées au webinaire, je vais le faire différemment. En gros, c'est toujours de se redemander qui j'ai vraiment en face de moi. Et là, si tu n'en es pas capable, et là, je dis ça parce que les gens dont tu me parles sont des gens avancés, c'est que tu n'es pas un expert. C'est que tu ne sais pas à qui tu parles. C'est que tu n'es pas avancé, tu es encore un débutant de ce que tu fais. Un expert, aujourd'hui, il doit avoir répété son truc tellement de fois qu'il sait comment les gens vont réagir. C'est-à-dire que quand je demande à quelqu'un qui est censé être sur la niche de, j'en sais rien, moi, la perte de poids, parce que c'est un truc, c'est l'été, on va en parler, voilà. Et que la personne, tu lui dis, les gens, ils réagissent comment quand tu leur dis ce truc-là? Les gens disent, ben, je sais pas, ça dépend. Ah non, mais si ça dépend pour toi, si tu n'as pas des grandes lignes de conduite, c'est que tu ne sais pas. Enfin, je veux dire, quand tu fais ton métier depuis un moment, tu sais à l'avance comment les gens, là, ça va les choquer, là, ça va les frustrer, là, ils vont adorer. Et en gros, ce chemin émotionnel, eh bien, c'est à ça qu'on doit penser. Donc, première chose, repenser qui j'ai en face de moi. Deuxième chose, se demander quel est le chemin émotionnel à suivre. Trop souvent, les gens sont sur des chemins pédagogiques, mais uniquement en termes de compétences, de connaissances. C'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que l'acte d'achat est un acte émotionnel. Donc, par exemple, si je me remets uniquement au niveau des émotions, je suis une maman qui vient d'accoucher, qui était une bombasse ou pas trop mal foutue avant, et là qui se dit « Oh putain de merde, est-ce que je suis condamné à finir comme ça ?» C'est pas du tout la même tournure émotionnelle dans la tête que si je suis, j'en sais rien moi, un mec, on va prendre la même niche, que si je suis un mec qui a pris un peu de bidon et qui se dit cette année « Allez, je m'y remets, je vais être un beau gosse l'année prochaine. » C'est pas du tout le même chemin émotionnel. Dans l'un, on va jouer sur urgence, peur, espoir, retour à la réalité un peu quand même, parce que pas trop d'espoir, sinon ça peut chez les femmes créer un truc de l'ordre, ouais, je sais pas trop, bref, etc. Chez les hommes, je vais jouer plutôt sur ego, valeur, faire kiffer, montrer, dire que ce sera pas très difficile, qu'il suffit d'un peu de machin, et y aller. Mais parce que c'est pas le même mindset en face de moi. Carrément. Alors, dans mon approche, je suis très psychologie, mais moi, je viens de ce monde-là, je viens de l'hypnose, je viens de tout ça, donc forcément, j'ai ces éléments-là en permanence. Donc, première chose, comme je disais, à qui je parle, quel est le type de tunnel que je dois dégainer. Deuxième chose, le chemin émotionnel que je veux leur faire vivre. Et ensuite, troisième, c'est le plus important. C'est une fois que tu es parti dans une direction, la cohérence. La cohérence. C'est-à-dire que les gens me demandent, par exemple, Bertrand, est-ce que je dois vous voyer ou tutoyer? J'ai envie de dire, on s'en fout. Ce n'est pas de la conversion, c'est du branding dont on parle. Si tu vous vois, tu n'envoies pas la même image que si tu tutoies. Et les deux sont très bien. Les deux sont très bien. Si tu me demandes ça, et par exemple, il y a un mot que je déteste. Alors, je suis désolé si c'est quelque chose que tu promets, parce que je me mets plein de gens à dos en le disant, mais on peut en discuter, on peut nuancer. Le copywriting. Pour moi, le copywriting, c'est la science des escrocs. Avec beaucoup d'amour, je le dis. Je suis pas d'accord. D'accord, et je le sais très bien en le disant. Tu vois, je joue mon jeu quand je te dis ça, je sais à quel moment, et tu vois, quand je l'ai dit, parce que je sais que les gens réagissent fort. Non, quand je dis que le copywriting, c'est la science des escrocs, ce que je veux dire, c'est que si tu es tellement concentré sur la forme que tu en oublies d'être authentique sur le fond, que tu en oublies qui tu es sur le fond, et qu'en gros, moi, quand je lis un email et que je vois que
moi, je lis plein d'emails, je vois que la technique. Ouais, ok, tu as les 4 phases, c'est super drôle. Mais en fait, putain, je vois rien, je dis rien, je dis de la merde, je dis de la soupe. D'abord, concentre-toi sur qui tu es, tes émotions, laisse sortir le draft. Si tu veux remettre en forme après, machin, pourquoi pas, mais laisse d'abord sortir le draft émotionnel. C'est ça, en fait, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que les gens vont au copywriting pour ne pas se regarder à l'intérieur dans les boyaux et oser dire ce que je viens de dire. Tu vois, dans un premier temps, je te dis, le copywriting, c'est de la merde, machin. Et dans un second temps, oui, on peut discuter. Je te dis vraiment ce que je pense et c'est beaucoup plus nuancé. Mais le premier jet, il doit être émotionnel, il doit être choquant. Parce que c'est comme ça qu'on polarise. Et très souvent, je remarque que les gens galèrent en marketing et sur leur cohérence parce que simplement, ils n'ont aucun positionnement. Ils ne savent pas qui ils sont par rapport au reste du marché. Il y a un exercice qu'un jour j'ai fait avec un marketeur américain que j'ai trouvé absolument canon. Ce n'est pas un grand nom, donc c'est pour ça que je ne vais pas le citer, ça ne sert à rien. Mais en gros, le gars nous dit, alors c'était très américain comme approche, en France on n'est pas à l'aise, mais j'ai adoré le faire, il dit, ok, tu vends tel truc, dans le monde entier, c'est le numéro 1 en quoi? Ben, je dis, j'en sais rien, je ne suis pas le numéro 1. Il dit, non, il dit, c'est pas ce que je t'ai dit. Ce que tu vends, c'est le meilleur plat du monde. Mais c'est quoi le plat? Et repenser ton produit comme ça change ta vie parce que tu es le seul truc qui est ça au monde. Et en fait, quand tu as trouvé ce positionnement-là, tout ton marketing, il est facile à faire. Tu sais si tu dois tutoyer ou vous voyez, tu sais si tu dois être plutôt provoque ou plutôt consensuel, tu sais si tu dois être très enlevé comme moi ou machin, tu sais si tu dois plutôt être à l'écrit ou à l'oral. Bref, parce que le reste doit être cohérent. Et quand je parle de cohérence, je ne parle pas juste d'être toujours le même. Je parle d'être cohérent dans l'ensemble de ce que je fais, en 360. Et c'est ça, en fait, ce conseil-là. C'est de dire, par exemple, je vois des gens se positionner à étiquette. Pourquoi pas? Mais il n'y a rien qui a étiquette dans ce qu'il faut. Il n'y a rien. Tu m'annonces que tu es genre censé faire… Putain, tu me vends du étiquette. Moi, il faut me vendre du vrai étiquette. Le dernier qui m'a appelé pour faire du étiquette, je l'ai renvoyé en mode, je dis, tu sais même pas qui je suis. Tu veux me vendre un truc, genre, tu es censé me vendre un truc VIP, Very Important Personality, tu vois, et je suis même pas important pour toi. Tu ne sais même pas qui je suis, de quoi, mais casse-toi. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, et c'est pas grave de pas être VIP. Lidl et, comment ça s'appelle, l'autre marque qui fait comme Lidl. Casino? Ouais, enfin, même plus bas de gamme. Enfin, en tout cas, ils sont positionnés, tu vois, Leader Price, par exemple. C'est des gens, leur positionnement, il est clair. Mais quand tu vas dans un Lidl ou dans un Leader Price, tu ne t'attends pas à avoir la même chose que quand tu vas chez Fauchon. Et c'est pas mieux d'être haut ou bas. Si tu es entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est de te dire, voilà mes forces, voilà mon positionnement naturel. Par exemple, les gens qui viennent me voir, et que ce soit en grande entreprise, en petit, en entrepreneur, machin, etc., s'ils s'attendent à voir débarquer un mec en costard, c'est pas moi qu'ils iront appeler. S'ils s'attendent d'un mec qui leur parlera de métrique, de machin, c'est pas moi. Moi, je suis un artiste, je suis en short ou en bermuda s'il fait chaud, et je suis en pantalon baggy et en machin s'il fait froid, point barre. Enfin, tu vois, j'arrive, j'ai un casque sur la tête parce que j'aime bien écouter de la musique. Enfin, c'est ça, et je le jouerai jusqu'au bout. Et est-ce que ça m'a déjà coûté des contrats? Bien sûr, mais ça m'a coûté les contrats des gens qui n'étaient pas mes clients. Ouais. Et donc, voilà, si je devais vraiment avoir ce conseil, c'est sache à qui tu parles, sache quel chemin émotionnel tu veux faire, mais parce qu'en premier, tu sais qui tu es dans cet univers presque infini, tu sais qui tu es, tu sais comment tu es, et savoir qui je suis, ça veut dire deux choses. Ça veut dire savoir qui sont mes clients, certes, mais aussi ça veut dire qui ne sont pas mes clients. Et quand tu crois, ou quand tu as la prétention de dire, mais moi, je peux faire tout avec n'importe qui, tu es perdu. C'est que tu es fini. C'est que tu n'as pas compris qui tu es encore. Et donc, revenir à ce truc de, non, lui, c'est pas mon client, lui, ça sert à rien, je veux pas. Pour au bout d'un moment, comme l'enfant dans sa phase de construction, un enfant, quand il grandit, le moment où il devient une identité à part entière, c'est le moment où il apprend à dire non. Parce qu'il sait que le reste, tant qu'il dit oui, il est confondu avec ce avec quoi il dit oui, mais le moment où il dit non, c'est qu'il comprend que c'est plus lui. Il y a lui et le reste du monde. Et bien, c'est la même chose. À qui tu dis non? Voilà un petit peu le conseil que je donnerais. D'accord, mais du coup, c'est super simple et difficile à la fois, quoi. À Merci. partir du moment, enfin, selon toi, à partir du moment où je sais qui je suis, où je connais bien mon client, tout va bien au niveau du business. Non. C'est pas si facile que ça. Au marketing est plus facile. C'est-à-dire qu'au moins, tu sais quoi raconter en marketing. Mais par contre, c'est presque automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais vraiment qui tu es, que tu le prônes, il y a un petit truc à faire, mais tu m'as dit, adresse-toi aux gens qui sont déjà avancés. Tu ne m'as pas dit, adresse-toi aux débutants.
Si j'étais débutant, je ferais la même chose, sauf que avant, je testerais si mon angle intéresse quelqu'un. Ouais. Et j'irais le tester sur le marché. C'est-à-dire, j'irais le tester avec des ventes. Et en fait, mais quand j'ai déjà commencé à construire quelque chose, je ferais que augmenter le trait, pousser le trait, le rendre caricatural. Je veux dire, avant, par exemple, effectivement, quand j'allais en entreprise, je mettais mon costume. Alors, je gardais une petite paire de baskets, tranquillou. Mais après, je me suis dit, mais les gens, ils viennent me chercher, ils me connaissent, ils voient mon image, ils savent comment je parle, etc. Donc, je vais arrêter d'être entre moi et moi-même. Non, je suis moi jusqu'au bout. Donc, et quand les gens y viennent, je me souviens très bien d'un jour où je travaille dans une grosse entreprise et la personne me voit, j'avais un t-shirt dinosaure, mais t'as mal à la tête. Le truc était bariolé, fluorescent dans tous les sens. J'étais avec une grosse paire de chaussures et un jean. Et le gars me regarde, c'était un des plus gros du board, et il me dit ça vous dérange pas de venir comme ça? Là, je lui dis bah non. Il me dit et il me regarde, il me dit je dis je vais vous expliquer pourquoi. On parle bien marketing. Il me dit oui. Et je lui dis ça tombe bien. Le marketing, le premier levier d'un marketing efficace, c'est la capacité à rester dans la mémoire des gens. Or, pour se rendre inoubliable, il y a X facteurs. Le premier, c'est d'être surprenant et choquant. Là, je viens de vous surprendre et de vous choquer. Vous êtes sûr d'un seul truc, c'est que je peux revenir dans 5 ans. Je serai toujours le mec qui est venu avec un t-shirt machin. Et le gars est genre resté bloqué. Il m'a dit, ok, très bien, on va parler ensemble. Et parce que c'est mon angle. Je ne le préconise pas pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Ouais. Mais moi, je suis insupportable depuis que je suis petit avec ça. Donc, ça, c'est moi. Et le problème, c'est qu'en voulant copier les autres en permanence, autant dans leur technique que dans leur façon. Par exemple, c'est pour ça que j'aime pas le copywriting. Et encore une fois, je comprends. Si on parle du copywriting en tant que processus, je trouve ça cool. Si on en parle en tant que technique, je trouve que c'est de la merde. Parce que après, j'ai l'impression de lire 25 fois les mêmes mails chaque jour. Par exemple, numéro 1 de copywriting, c'est de surprendre. Hein. Donc, oui, mais tu vois, c'est un peu ça l'idée. Par exemple, à ceux qui regardent le truc, est-ce que vous avez déjà entendu une pub qui fait « Vous avez du mal à dormir la nuit ? Vous aimeriez pouvoir trouver le sommeil rapidement, mais régulièrement, vous êtes là en train de vous tourner les pensées dans votre tête et constatant que sur le réveil, il est 4 heures du matin. Si vous avez ça, je sais exactement ce que vous vivez parce que j'ai vécu la même chose. Bonjour, je m'appelle Bertrand Millet et il y a 5 ans, j'ai découvert une technique. Ça vous rappelle quelque chose? Bah ouais, on a tous appris ça. Le problème, c'est qu'il y a un phénomène dans le cerveau qui s'appelle l'insensibilisation, et notamment l'insensibilisation émotionnelle. L'insensibilisation, c'est le fait que ton cerveau, ce qui n'est plus extraordinaire, il le retient moins bien que ce qui est extraordinaire. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a un truc qui est très simple, c'est qu'une image sur Facebook, ça convertit mieux qu'une vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, une image, elle peut facilement être extraordinaire. Une vidéo, quand c'est juste un mec qui parle comme ça, comme je le fais là, on zappe. On zappe parce qu'il n'y a rien qui peut m'accrocher. Parce que je suis ni connu, j'ai pas un super paysage derrière moi, j'ai rien d'extraordinaire sur ma vidéo. Alors forcément, les taux d'ouverture, ils sont bof. Par contre, si je commence à faire quelque chose de spectaculaire, si je suis Brad Pitt, c'est pas le cas, mais si j'étais Brad Pitt, alors là, ouais, parce que quand Brad Pitt ou quand Will Smith, parce qu'il s'est mis sur YouTube il y a quelques mois maintenant, il se met devant, ah ben oui, on écoute, c'est Will Smith, donc on va se dire, ah tiens, il doit dire un truc intéressant. Mais quand moi je le fais, c'est naze. Alors, revenons à la base, revenons à ce que je te disais du marketing intelligent. Reposons-nous les questions, remettons en question ces automatismes qu'on nous a dit en nous disant simplement, voilà, pourquoi j'ai toujours l'impression que quand j'achète une formation, quand on me vend une technique, ça marche chez tout le monde, principalement chez le formateur, sauf moi. Parce que souvent, ton formateur, il a fait un truc, c'est que cette technique, il l'a apprise, il l'a utilisée, ça a marché pour lui. Sauf que le temps qu'il la conceptualise, qu'il l'enregistre dans sa formation, qu'il te la livre et que tu l'achètes, il y a 2 ans, mais 2 ans sur le web, c'est une éternité. C'est 20 ans, oui. Et donc forcément, des comme toi qui ont acheté la même formation et toutes celles des autres qui disent la même chose, il y en a aujourd'hui, je sais pas, il y en a 50 000. Forcément, 50 000 qui font la même chose, qui redisent la même chose, au bout d'un moment, ton cerveau, il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus de surprise. Il y a besoin. Ton cerveau, il a besoin de ça. Il a besoin d'être captivé avant que tu lui dises n'importe quoi. Après, une fois que tu as l'attention des gens, c'est plus simple. On t'écoute. Mais l'attention d'abord. D'accord. Et pour ça, ouais, bien se connaître. Et du coup, je suis curieuse, l'hypnose dans tout ça. Comment tu as découvert ça? Comment tu l'appliques au marketing? L'hypnose, j'ai découvert, j'avais 9 ans. En fait, ma mère aime le shopping. Et en fait, il y a un truc dans région parisienne qui s'appelle Usine Center, qui est en fait un cercle dans lequel tu ne peux pas sortir. Il n'y a pas de sortie partout, il y a une sortie principale. Et donc, ma mère pouvait faire ses courses le dimanche
et nous laisser, mon frère et moi, gambader dans les différents magasins. On n'était pas non plus minuscules, 9 ans, voilà, t'es quand même, t'as un peu la tête sur les épaules. Et personnellement, j'adorais les atlas, j'adorais la géographie, et donc j'allais systématiquement dans les librairies. Et là, je feuilletais, et un jour, je feuillette et je tombe sur ce bouquin, qui est un bouquin sur l'hypnose. Et je crois que j'avais un de mes amis qui avait dû me parler qu'il avait vu un spectacle ou quelque chose comme ça, bref. Et puis, on en voyait un petit peu à la télé, parce qu'il y a eu une période dans laquelle on en a un peu parlé, ça s'est parti aux oubliettes, et puis on en a reparlé il y a quelques années avec Mesmer et tout ça. Et en gros, je lis le truc. Alors, c'est un bouquin très austère, hein, tu vois, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, donc je le lis, je le feuillette, et puis, je sais pas, ça me fascine, je me dis, allez, tu sais quoi, je l'achète. J'achète le bouquin avec mon argent de poche, j'étais trop fier. Et puis là, je commence à pratiquer en lisant les exercices. Il y avait des exercices, il y avait tout, hein, tu vois. On était dans des anciennes écoles d'hypnose, c'est-à-dire que c'était des trucs, aujourd'hui, tu lis ça, tu te dis, laisse tomber. Mais je le fais. Je suis hyper sérieux, je suis assidu, je fais mes entraînements. Et évidemment, au bout d'un moment, il vient le moment crucial. Tu te dis, vas-y, est-ce que je vais réussir à hypnotiser? Donc, je le fais. Et là, c'est toujours la même chose. Tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, j'ai des résultats ou pas? Et je le fais avec des adultes, mais les adultes, si tu veux, ils semblent y avoir des résultats. Mais je me dis toujours, est-ce que je fais ça parce que je suis un enfant et ils sont gentils avec moi? Bref, en gros, ça m'énerve. J'arrête tout, mais je me dis un jour, et je me souviens, j'étais en voiture quand je me suis dit ça, je me dis, un jour, je serai hypnotiseur. J'ai oublié ça. Je devais avoir presque 11 ans, et j'ai oublié ce truc-là. Et à 28 ans, non, beaucoup plus, non, je suis une bêtise, vers 25 ans à peu près, quand j'ai commencé à faire de la formation professionnelle, ce qui s'est passé, c'est que dans l'organisme qui m'a formé, on m'a reparlé de PNL, on m'a reparlé de plein de choses comme ça. Pas le groupe de rap, hein, ça n'existait pas à l'époque. Hein, je suis beaucoup plus tard. Non, la méthode de communication. Ouais. Voilà, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est très lié à l'hypnose. Et d'un seul coup, le souvenir a ressurgi. Je me suis dit, ah, mais ouais, c'est vrai. Et donc, ben, j'ai fait l'enchaînement assez normal. Je me suis formé. Après, une fois que je me suis formé, ben, alors, moi, je n'ai jamais été très thérapeute. Enfin, je n'ai jamais été du tout thérapeute en hypnose. Moi, j'étais fasciné par l'outil, l'approche de communication, pas du tout la thérapie. Et je savais déjà que je voulais l'utiliser pour l'apprentissage et le langage qui impacte, l'espèce de langage impactant. Le côté thérapeutique ne m'intéressait pas du tout, mais à l'époque, on ne pouvait pas se former à l'hypnose comme outil brut. On était obligé de se former en hypnothérapie si on voulait un truc sérieux, cadré. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, je suis devenu enseignant dans la plus grosse école de France pour les non-médecins. Voilà, et j'ai enseigné pendant 4 ans l'hypnose rapide et instantanée, qui était ce que j'ai préféré. Voilà. Et forcément, bon, en gros, mes activités à cette époque-là, elles roulaient, etc. Mais quand je suis arrivé sur le web, j'avais jamais fait de marketing. J'avais toujours eu des boîtes, je m'en étais toujours sorti, mais j'avais jamais fait de marketing. Or, sur le web, d'un seul coup, quand tu n'as plus la personne en face de toi, on peut plus dire tu as du bagou, tu as machin, tu as truc. Non, on dit juste, ben, vas-y, vends. Et là, le mot marketing t'arrive vite fait dans la face et on dit, bah, fais du marketing. Sauf que concrètement, je ne savais pas en faire, mais j'avais besoin de faire des choses. Et donc, bah, je suis retourné à ce que je savais faire, c'est-à-dire le langage d'influence, l'hypnose. Et j'ai commencé à réappliquer des choses qui venaient de là d'où je venais, de la psychologie appliquée. Donc, alors, je ne vais pas sortir toutes les formations, les machins que j'ai, mais en gros, je suis coach certifié. Aujourd'hui, je suis enseignant en coaching pour une des 3 écoles les plus grosses en France. Maître praticien en hypnose, maître praticien en PNL, etc. Enfin bref, tout ça, ben, c'est de là en fait d'où j'ai été tiré mon marketing, mais parce que je ne savais pas faire autrement. Et d'un seul coup, j'ai commencé à faire des analogies. Par exemple, je me suis dit, ben, le coaching, c'est l'art d'accompagner au changement. C'est une façon de le voir. Bon, très bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir finalement l'acte de vente comme un acte de coaching? Accompagner une personne qui est dans un souci dans lequel il n'arrive pas à sortir, pour l'accompagner vers le fait qu'à un moment donné, il se mette en marche avec une nouvelle stratégie, bah, qui serait juste acheter mon produit pour lui offrir de nouvelles échappatoires, de nouvelles choses. Et quand j'ai commencé à faire cette analogie-là, je me suis dit, on peut la faire sur plein de choses, l'analogie. Et d'un seul coup, je me suis mis à travailler le marketing comme ça. Et c'est comme ça, je pense, aujourd'hui, c'est comme ça que je l'explique, que j'ai des taux de conversion qui sont énormes parce que, première chose, ben, je sais qui je suis. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir exacerber tout ça, mais en conscience. C'est-à-dire que là où quelqu'un qui sait qui il est, mais n'arrive pas à trouver les bons mots, la bonne approche pour le communiquer, moi, mon bagage fait que je suis quand même assez à l'aise, assez renseigné avec qui je suis et surtout sur la façon de le communiquer. Parce que quand tu fais des métiers comme l'hypnose ou le coaching, ta phase de formation, c'est aussi une phase énorme de travail sur toi-même dans laquelle tu apprends à te connaître, à accepter que des fois,
t'es pas comme tu voudrais, mais qu'en même temps, ce côté que tu peux appeler défaut, bah, ça peut être aussi un côté que tu peux utiliser, etc. Enfin bref, tout ce travail-là. Et puis, euh, et puis aussi, un autre truc qui est pour moi très important, c'est que quand je vais arriver en étant, entre guillemets, différent et assumé, l'hypnose va m'aider en tant que travail à pouvoir le communiquer de la façon dont je vais le souhaiter pour avoir en face la meilleure réception possible. Et voilà, tout ça a fait un petit amalgame de plein de choses. J'en ai créé des approches, des outils, des trucs. Et puis, euh, et puis c'est comme tout. Quand j'ai commencé à me former au web marketing, on va dire, officiel, au tunnel de vente, au machin comme ça, ben, comme souvent, je me suis plongé à fond. J'ai suivi les promesses, j'ai suivi les techniques. Mais force était de constater que ça marchait moins bien que ce que je faisais avant. Ouais. Parce que je suis toujours comme ça. C'est-à-dire que quand je me forme, je suis un soldat. Tu vois, par exemple, si tu me dis, tu veux des abdos, tu fais ça, 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 ça. Je le fais autant de temps que tu me l'as dit. Puis à la fin, je fais le bilan. Je me dis, ben oui ou non. Donc, quand j'ai commencé à me former, j'ai fait ça. Je me dis, ah, tu me dis qu'il faut que je fasse ça, 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 ça. Ok, très bien, je le fais. Puis à la fin, on regarde et ça fait oui ou non. Et là, en l'occurrence, ça a été plutôt non. Et donc, au bout d'un moment, j'ai réenglobé des choses que j'avais trouvées intéressantes, mais pour y mettre de plus en plus d'approches psy, de compréhension des gens, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, bah, les gens se sont mis quand même à dire, on a l'impression que tu lis mieux dans notre business que nous. Et j'ai eu un premier témoignage comme ça, un deuxième témoignage comme ça, un troisième, un quatrième, qui sont aujourd'hui que j'ai publié. Et au bout d'un moment, c'est comme ça que ça m'est venu jusqu'à tes nanas qui, pour rigoler, me disent en fait, genre, t'es mentaliste. Et d'un seul coup, c'est comme ça qu'est venu le nom marketing mentaliste. D'accord. Et d'un seul coup, je me suis dit, ben, je vais assumer jusqu'au bout le côté hypnose. Parce que pendant longtemps, on me disait, ah, tu fais de l'hypnose, les gens le découvraient. Tu sais, ils étaient, ah ouais, t'as été enseignant en hypnose. Ouais, 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 j'ai fait ça dans une ancienne vie. Et ils me disaient, mais t'en fais toujours. Et je disais toujours, j'en fais sans en faire, c'est incluant moi. Là, je me suis dit, ben, tu vois, à nouveau, j'ai remis ce truc de moi devant, sur la scène, en disant, ben, en fait, je suis celui qui fait du marketing en utilisant l'hypnose et la psychologie appliquée. Et c'est redevenu mon axe central de travail. Ouais. En fait, toi, dans ton parcours, tu es parti vraiment de ce vers quoi on devrait commencer en business. C'est vraiment tout ce qui est persuasion, psychologie et ce que tu dois connaître ton avatar. Et toi, de ton parcours, tu sais faire ça naturellement et donc tu l'as mis dans ton business, en fait. Ouais, Je il trouve y ça a génial complètement, je pense qu'il y a de ça, il y a aussi le fait de se connaître soi, qui est énorme. aussi, ouais. De ne pas balancer entre la fausse modestie et la flagellation permanente, tu vois. De se dire, à un moment donné, je suis qui je suis, je sais que j'ai des axes forts, je sais que j'ai des axes dans lesquels je ne me sens pas à l'aise et dans lesquels je n'ai pas envie d'aller. Moi, voilà, enfin, les gens qui me disent, par exemple, il faut faire, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on m'a dit encore il n'y a pas longtemps qui me fait rire? Ouais, il faut être sur Instagram. J'ai envie de dire, je t'emmerde, j'ai pas envie d'y aller, c'est de la merde, ça me saoule Instagram. Mais c'est parce que je suis ça. Et c'est cohérent avec mon personnage. Et les gens, même parce que je dis ça, autant qu'ils détestent les autres parce que je dis ça. Et ça me va très bien. Ça aussi, c'est un truc, je pense, qui est important. C'est quand on a fait des métiers dans lesquels on est face à face avec des êtres humains et qu'on a pris des insultes autant que des remerciements, les deux mettant mal à l'aise. Et qu'au bout d'un moment, tu te crées cet accueil de l'être humain de façon globale en se disant, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, je sais qu'il y a des gens que ça va venir piquer très fort. C'est comme ça parle d'eux plus que de moi. Et c'est Hmm. comme ça, c'est pas grave. Ouais, tu as fait beaucoup de travail sur toi. Ouais. Ok. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, alors je mettrai une double dimension. La réussite, c'est finalement être dans le moment où tu prends conscience que le pourquoi tu t'es lancé dans quelque chose, tu es dedans. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être réussite de vie, autant que réussite pro, autant que réussite machin. C'est pas, si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour te dire je touche mes propres revenus et le jour où tu touches tes premiers propres revenus, fais la fête. Attends pas d'avoir fait 1 million, c'est con. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu t'es pas lancé pour le million, tu t'es lancé pour toucher tes propres revenus. Ça, c'est la réussite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais la réussite, c'est pas le fait de les atteindre, c'est le fait d'en prendre conscience. Parce que sinon, il y a des gens qui se considèrent en échec toute leur vie et qui sont dans cette espèce de course folle permanente en disant, mais en fait, ouais, j'ai rien, machin. Si ta réussite, c'est de laisser une trace sur le monde, alors déjà définis ce que ça veut dire pour toi laisser une trace sur le monde et œuvre à ça et va vers ça.
Ça, c'est la première chose. Pour moi, la réussite. La seconde réussite, je crois que c'est arriver un jour à accomplir le rêve que tu avais quand tu étais enfant. Et ça, pour moi, c'est la véritable. Il y en a qui l'ont oublié et dans ce cas-là, ben, on fait ce qu'on peut. Mais si tu ne l'as pas oublié, le vrai rêve, il est là. La vraie réussite, elle est à cet endroit-là, je crois. Et toi, tu as réussi? Ouais, là, il y a eu pas mal de périodes dans ma vie où oui, pour de vrai. Et des fois, je me repère. Hein, c'est comme tout. C'est un équilibre précaire, en fait. Mais ouais, moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être en vacances tout le temps. Et il y a des périodes de 8-10 mois dans ma vie, à plusieurs reprises à chaque fois, dans lesquelles c'est vraiment ça. Je suis en vacances, vraiment. Là, par exemple, je suis en vacances vraiment. Je prends 1 heure et demie pour bosser avec toi, mais ça ne ressemble pas à du boulot. Tu vois, j'adore cette sensation. J'ai la sensation d'être en vacances. Je vais moins la voir, par exemple, sur ce qui s'est passé les 4 premiers mois de 2019, dont je parlais, et les quelques mois d'avant 2018. Ça, non. Et en fait, c'est ce truc-là, c'est de se surveiller aussi, tu vois, de surveiller, de comprendre que aussi, ben, dans la vie, je crois que rien n'est jamais acquis. Qu'à un moment donné, le temps passant fait que si tu n'es pas sur tes gardes, si tu n'es pas dans ce truc de je profite, mais j'ai aussi quand même des indicateurs, je m'écoute beaucoup. Je te parlais du poids. Moi, le poids, si je ne fais pas attention, je peux prendre sans aucun problème 30 kilos. Boum. Hop là, j'ai l'impression que je ne les ai pas vus venir, tu vois. Et ça, c'est pas possible. Donc ouais, il y a quand même des moments où ouais, j'ai été dans cette réussite-là. Et, euh, et aujourd'hui, oui, je considère que j'ai une vie réussie. J'ai une vie réussie parce que je crois qu'un des bons, on parle d'indicateurs, on est en plein dedans, c'est assez simple. Si on me demande aujourd'hui de trader ta vie, d'échanger ta vie avec une autre vie, mais pas celle de quelqu'un d'autre. Parce que souvent, tu dis non, moi, je suis non. Non. Je veux dire qu'à un moment donné, on te dit, bah, tiens, je te donne 5 millions en plus, je te donne 30 millions en plus. Rien, contre rien. C'est-à-dire que tu ne dois pas bosser plus, il n'y a pas de contrepartie. Tu les prends ou pas. Je te donne 12 mois de vacances sans plus. Bref, si on te donne un truc énorme, tu le prends ou pas. Moi, concrètement, aujourd'hui, il n'y a rien qui peut me faire me dire, ouais, je le prends, vas-y, donne-le-moi. Il n'y a rien. Et il y a plein de gens, on en discute souvent, etc. Il y a des gens qui me disent, mais là, je te donne 1 milliard, là. Et concrètement, ma vie ne changerait pas. Elle ne changerait pas rien avec 1 milliard de plus. Je vivrais la même vie, je ferais les mêmes choses, je prendrais le même temps, etc., etc., vraiment. Et c'est ça, pour moi, un indicateur fort. Une construction. Mais c'est aussi, parce que souvent, les gens mettent la dimension de temps dedans. Je pense qu'il y a aussi une dimension de discipline. La discipline, pas forcément celle de travailler dur, mais celle de garder en permanence le pourquoi je me suis lancé au départ, l'intention originelle. Et si tu veux, j'ai vu plein de gens prôner la semaine de 4 heures, mais eux, c'était la journée de 4 jours qu'ils faisaient, tu vois, les mecs sont en mode charbonnage permanent alors qu'ils te parlent de semaine de 4 heures. Et en fait, pour moi, ce dont ça parle, c'est qu'ils se sont lancés avec ce truc-là, mais sur le chemin, ils sont laissés attraper par un truc, et au bout d'un moment, tu perds ton intention originelle et donc tu te raccroches à d'autres intentions, ce qu'on peut comprendre. Mais en fait, tu te rends compte à un moment donné que la nouvelle intention, tu l'as achetée, mais en fait, tu n'avais pas tellement conscience que tu as acheté ça. C'est-à-dire que le mec qui est parti pour être en vacances en permanence et qui se retrouve à vouloir construire un empire, sur le chemin, il a paumé un truc. La discipline, c'est celle de faire l'effort. On appelle ça en coaching le leader éveilleur, de garder un leader éveilleur à l'intérieur pour prendre de la hauteur et se dire, est-ce que je suis bien toujours sur le chemin vers ce que je suis en train de construire? Si je veux construire, c'est un mot très à la mode, la liberté financière, l'indépendance financière, est-ce que cette décision que je prends, c'est bien le truc? Par exemple, quand en 2019, je me suis dit c'est une année d'élagage, je tèche des business. Si demain quelqu'un vient me proposer un business super juteux et que je dis oui, il faut qu'à un moment donné j'ai un truc à l'intérieur qui dit attends, t'as dit élagage, qu'est-ce que tu fais? Tu te remets dans un business, qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est là où il y a de la discipline à avoir. Ouais. C'est là où il y a une... T'as des garde-fous pour ça? Je pense que déjà il y a les autres. Parce que dans leurs petites décisions qui t'embêtent, dans leurs petits commentaires, ah bon, mais je croyais que tu allais travailler moins cette année. Ceux qui t'énervent, tu peux entendre déjà des choses. Et puis après, je pense que le garde-fou, c'est à nouveau, mais c'est vrai que c'est difficile parce que je crois qu'il faut un vrai travail. C'est pas forcément long, mais c'est un travail honnête à faire. Il y a 2 mots que j'adore parce qu'ils ne sont pas forcément les qualités les plus naturelles chez moi, c'est courage et honnêteté.
Et c'est pour ça que je les aime tant, je pense. C'est parce que je n'ai pas l'impression d'être né avec. J'ai l'impression d'avoir beaucoup œuvré à le faire, mais courage et honnêteté. L'honnêteté demande du courage, surtout quand elle s'applique à soi-même. Et là, alors là, je vais être un petit peu dans l'injonction plus que dans l'aide, mais parce que je ne connais pas de formule magique pour dire voilà comment on devient honnête du jour au lendemain. Ouais. Peut-être que parfois, écouter une interview comme ça, être devant son écran, écouter quelqu'un parler, se mettre à divaguer en se disant tiens, est-ce que je suis honnête? Est-ce que j'ai des exemples où je me dis ah, je n'ai pas été si honnête que ça, etc. C'est peut-être parfois le début d'un déclic, le début de quelque chose où on se dit ça m'inspire. Demain, je vais essayer de trouver une approche, une école, un truc dans lequel un coach, n'importe quoi, mais pour vraiment faire un travail honnête là-dessus. Et le deuxième truc, c'est pas de le faire seul. C'est le pire qu'on puisse faire dans la vie, c'est de tenter de se faire des choses seul quand on est sur des choses. Tu peux essayer seul. Par exemple, j'ai essayé de perdre du poids et de me faire des muscles seul pendant des années. Bon, bah, quand tu reviens à 115 kilos et que ton dernier abdominal il a été englouti il y a plusieurs années, je pense qu'à un moment donné, tu te dis, et si je demandais de l'aide? Ouais. L'art de demander de l'aide, c'est peut-être la plus grande preuve de courage. Tu te fais coacher toi-même? Bien sûr, bien sûr. Et à plein de niveaux. Alors, pas en permanence, parce que c'est pas une béquille permanente. Par exemple, je me fais coacher quand je vais chercher un nouvel objectif. En fait, j'appelle ça les questions de vie. J'en ai eu 6-7 grandes dans la vie. Je ne vais pas toutes les refaire, mais la dernière en date, c'est celle que je n'ai toujours pas résolue, qui est en plein dans la maintenant, c'est comment on fait pour avoir une notoriété telle que les gens se retournent dans la rue et font « Ah, c'est machin ». C'est ça aujourd'hui, c'est ma recherche du moment. Celle d'avant, c'était comment on fait pour ne plus jamais avoir à travailler de sa vie, etc. Et à chaque fois que j'arrive, en fait, c'est très amusant, mais quand j'arrive à la réponse que j'ai résolue, que je suis dans la situation, en fait, la question d'après, elle arrive naturellement par la petite frustration qui dit « Ah ouais, t'as ça, mais ce truc-là ». Donc, on prend quelques semaines, quelques mois pour en profiter. Et puis après, on se reprojette dans son nouveau chantier, qui est celui-là actuellement. Et là, pour le coup, quand je pars sur ce nouveau truc-là, ouais, je me fais coacher. Ouais, parce que si c'est encore une question chez moi, c'est que c'est quelque chose, ça fait, enfin, j'ai 38 ans, tu vois, j'ai pas 15 ans ou 18 ans. J'ai déjà tenté des choses, j'ai déjà fait des choses. Mais si je suis honnête et que je me regarde en face, je sais que je n'y arrive pas. Donc, c'est le moment d'aller chercher un coach, d'aller chercher un consultant, d'aller chercher un formateur, peu importe quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai été chercher un programme spécifiquement là-dessus. Mais là aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on ne cherche plus un programme global et généraliste qui répond à toutes les questions de comment on fait pour être heureux. Non, on va chercher une question ultra précise, c'est comment je fais pour devenir le chouchou des médias. Et donc, voilà, cette question, elle est forcément beaucoup plus simple à résoudre parce que c'est beaucoup plus ciblé. Ouais. Et pareil, pour le poids, je parlais du poids. Bah là, j'ai un coach sportif, quelqu'un qui me suit à distance, qui m'accompagne, qui me donne mes programmes. Je peux lui envoyer. Enfin, voilà, j'ai aussi quelqu'un là-dessus parce que je ne m'en sortais pas sinon. Donc, dès que je suis dans des questions importantes et des questions sur lesquelles je peux dire bah, ouais, non, là, ça fait trop longtemps que je suis en échec et j'y tiens vraiment, ouais, là, je prends quelqu'un pour m'accompagner, vraiment. Ok, super. Et du coup, Bertrand, où est-ce qu'on peut te retrouver? Avec qui tu travailles, toi? C'est quoi ton client idéal? Mon client idéal, en fait, en gros, c'est le très gros entrepreneur ou de la PME jusqu'à la grosse entreprise qui sont mes clients actuels. Et c'est vraiment avec eux que je travaille. Moi, ce que j'aime, ce sont les projets qui me font rêver. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de clients. C'est pour ça que j'en veux pas beaucoup parce que déjà, mes clients me payent cher. Et donc, ça me suffit à vivre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me permet d'avoir ce sentiment d'être en vacances. Et ça, c'est très important. Donc, je ne cherche pas particulièrement aujourd'hui de clients, loin de là. Tu vois, je vais avoir dans mes clients le maire d'une ville pour que j'aide à travailler. Je vais avoir un très gros entrepreneur, très, très connu, une actrice très, très connue, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment ce type de truc. Et aujourd'hui, des clients, j'en ai 5, point barre. Ça me va très bien. Et si je dois reprendre un client demain, c'est qu'il y en a un qui est parti. Ok. Rien de plus. Par contre, j'adore parler marketing. Ouais. C'est un petit peu vu. Et dans ce cas-là, le plus simple pour me retrouver, et là, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de partager. Et alors, avec qui j'aime partager le marketing? J'aime partager le marketing avec tous les entrepreneurs, les marketeurs, etc., qui sentent que de temps en temps, ça pue la merde, notre métier.
C'est-à-dire, quand tu fais un stacking, que tu affiches 15 000 euros, que tu le barres et que tu fais, au lieu de ça, 67 euros et que tu n'es pas à l'aise avec ça, peut-être que ce serait cool qu'à un moment donné, n'hésite pas à venir sur ma newsletter, on va en parler. Quand tu dis, si tu n'achètes pas ce produit aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais l'acheter, mais tu sais très bien qu'il sera réouvert après-demain ou qu'il sera machin, et que c'est pareil, tu as un goût dans la bouche que tu n'aimes pas ça, viens t'inscrire à la newsletter. Voilà, en gros, si tu fais des choses avec lesquelles tu n'es pas 100% aligné, mais tu te dis, je comprends que ce soit efficace, mais je comprends aussi que ça ne m'aide pas trop à bien dormir la nuit ou que je n'aime pas trop faire ce truc-là, et tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de différent? Viens, on va en parler. Viens, je te jure, on va trouver tellement des solutions élégantes. On parlait tout à l'heure d'efficience. Moi, je qualifie mon marketing d'élégant et d'efficient. Parce en mathématiques, l'élégance, c'est l'art de résoudre une équation avec le moins de calculs possible. Et l'efficience, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'atteinte d'un objectif donné, et pas plus, l'atteinte d'un objectif donné avec le moins de dépenses ressources possibles. Être feignant, intelligent, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, il existe tellement de solutions pour faire des choses dans lesquelles on se dit à la fin, ouais, c'est moi, ça, bien sûr que c'est ça. Je peux me regarder tous les jours, je l'assume complètement, je suis capable de le crier haut et fort. Je n'ai pas l'impression de faire de l'esbrouf ou quoi que ce soit à mes clients. Non, mes clients, ils me reconnaissent de A à Z. Quand ils m'ont acheté mon truc, ils retrouvent ce qu'ils ont acheté. Ils ne retrouvent pas un truc où je leur avais promis ça, puis en fait, ils ont autre chose, ils ont un autre truc. Et puis, non, voilà, c'est tout ce truc-là, en fait. Et c'est ça. Moi, aujourd'hui, mes clients, j'en ai parlé, mais les gens avec qui j'ai envie d'échanger, avec qui j'ai envie de partager, les gens avec qui voilà, j'ai envie d'offrir cette vision-là et qu'on en discute, c'est vraiment tout ça. Tu vois, qu'on puisse discuter si oui ou non le copywriting, c'est de la merde. Tu vois, ces trucs-là. Attends, on fait une deuxième vidéo après sur ça. Voilà, ça, ce que je veux dire, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, j'aime aborder les choses avec des approches très abruptes. Et c'est aussi pour ça, ma newsletter, elle est très abrupte. Enfin, si vous aimez les approches lisses, les discours consensuels, vraiment, vous inscrivez pas, vous allez saigner du nez, je pense. Mais voilà, donc tous les lundis matins, à 6 h du mat, si vous vous inscrivez dans votre boîte mail, vous recevez une newsletter. Alors, j'aime la rendre exceptionnelle. Et quand je dis ça, ça veut dire que dedans, je mets une dose de travail conséquente chaque semaine. C'est documenté. Il y a aussi toutes mes sources. Je cite, voilà, quand je parle d'une expérience, je vous donne le moyen de la retrouver. Ce sont des choses, ma promesse, c'est que vous n'aurez jamais, jamais lu ça nulle part ailleurs. C'est ça. Ce dont je vous parle, les méthodes, les techniques dont je vous parle, vous ne les aurez jamais vues nulle part ailleurs. C'est vraiment ça ma promesse. Après, le reste, on aime ou on n'aime pas. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Vraiment. Qu'on n'aime pas, c'est très bien parce que même quand on n'aime pas quelque chose, si on en est au point où on n'a pas aimé quelque chose, c'est qu'on s'y est intéressé suffisamment. Ce qui me va très bien. Derrière, après, on peut ne pas partager. Ça me va aussi très, très bien. C'est très bien qu'il y ait plein d'écoles. Au contraire, c'est génial. Et voilà. Et c'est ça aujourd'hui. Donc, si on veut me retrouver, c'est https:// et comme je parle à des entrepreneurs, vous connaissez par cœur le principe, marketing du 6 mentaliste, il n'y a pas le petit e parce qu'on est à l'anglaise, parce qu'on est en .com, voilà. Donc marketing-mentaliste.com tout simplement, et là on peut… Ok, ouais. Merci Bertrand, je mettrai le lien en bas, comme ça tu peux cliquer et t'abonner ou pas, tu choisis. Ouais, non, c'est cool. Non, puis en plus, tu peux te désabonner, ça c'est bien. Tu vois, tu peux venir faire un essai, dire ça. Voilà. En plus, c'est pour quel jour? On est vendredi. Si tu, voilà, si à un moment donné, alors on est vendredi quand on filme, je ne sais pas quand ce sera publié. Peut-être pas d'ici lundi, mais peut-être que, en général, je publie le samedi. Donc, normalement, on est samedi, si tu regardes la vidéo le premier jour. Oh, j'ai dévoilé qu'on n'était pas en direct. Je suis désolé, pardon. Je crois qu'ils s'en doutaient pas, zut. On est samedi, donc, et donc voilà, il y a celle de lundi qui va arriver bientôt. Voilà, vous pouvez aller la voir. Non, ouais, c'est mon grand plaisir. En fait, c'est vraiment mon grand plaisir de parler de marketing. Et pour information, il y aura un livre sur ce type de marketing qui sortira pour le début de l'année, qui sera en fait une compilation rehaussée et illustrée par un illustrateur pro de toutes les newsletters de l'année. Ah, voilà. Génial. Super projet. Petite bible du marketing différent qui sera voilà et donc c'est pour ça que je suis en train de les écrire, j'essaye de prendre beaucoup d'avance pour pouvoir créer le 1er janvier, enfin autour du 1er janvier et sortir ça. Et là oui, là pour le coup là ce sera vraiment accessible à un maximum de personnes et j'espère que ce sera un joli projet. Ah, j'en suis sûre.
Je sais. Merci beaucoup. Merci à toi vraiment, mon ami, de m'avoir accueilli, hosté dans cette interview. C'était vraiment un grand plaisir. Eh bien, avec grand plaisir aussi. Je te dis à très vite et puis à toutes les abeilles, à très vite pour une prochaine vidéo. Bis!